Bon, voilà. On a un petit retard de 9 minutes, mais c'est pas grave. Je vais vous présenter quand même nos deux conférencières, à commencer par Mme Mélanie. Mélanie Dugas, conférencière. Mélanie est d'abord et avant tout maman de 2 adolescents. Elle comprend donc le défi des parents de vouloir s'épanouir au sein de leur cellule familiale. En dépit des difficultés qui peuvent être rencontrées au quotidien, au départ éducatrice en garderie, elle a par la suite poursuivi des études en enseignement et en éducation. Passionnée des relations parents-enfants, elle s'assure d'approfondir ses connaissances par le biais de formations continues. D'aussi loin que Manon Vicky se souvienne, elle a toujours eu la conviction que chaque être humain portait au fond de lui un trésor unique qui ne demandait qu'à s'épanouir si l'environnement le permettait. Et en tant que technicienne en éducation spécialisée depuis plus de 20 ans, ainsi qu'à travers ses expériences de sage-femme et de maman de 2 jeunes adultes, elle a toujours accordé une grande importance au lien parent-enfant. Description de la conférence. Pour la survie de l'espèce humaine, pour la survie de l'espèce, l'humain a développé différentes façons de réagir face au stress. Ces stratégies nuisent parfois au bon fonctionnement de la personne, entraînant des difficultés d'apprentissage et de comportement, et ce, particulièrement chez les enfants. Apprenez à identifier les réactions dues au stress et à l'anxiété et des moyens d'intervention qui apaiseront la situation plutôt que de l'amplifier. Je vous présente, sans plus tarder, Mme Manon Vicky Gauthier et Mélanie Dugas, conférencière. Bonne soirée. Bien, bonjour tout le monde. Moi, c'est Manon Vicky. Mélanie. Merci d'être là, puis merci de nous avoir... je tiens à prendre 2 petites secondes pour dire un gros bravo aux organisateurs du colloque. Je pense que ça vaut la peine de souligner le travail qui a été fait. L'organisation est là, tout est bien installé, la nourriture est bonne, les gens sont là. Fait qu'un gros bravo aux gens qui l'ont organisé. Oui, elle dit maman de 2 enfants. C'est pour ça que j'ai fait ça, 2 adolescents. Je survis ce soir, on va parler, Manon et moi, du stress et de l'anxiété, quand même assez important et commun chez beaucoup d'enfants. En ce moment, je dirais aussi beaucoup d'adultes. Rapidement, Manon et moi, on a eu le privilège de commencer à travailler dans les communautés en 2015. D'abord avec Kitty Sakic qui nous avait téléphoné pour aller offrir de la formation sur place. Et notre approche se veut toujours collaborative avec les gens du milieu. On est inspiré de l'approche coaching, donc on travaille avec les gens et non pas soit pour les gens ou faire à leur place ou leur dicter quoi faire. C'est toujours comment on peut utiliser nos outils pour aider les gens à aller là où ils veulent à partir des valeurs qui sont importantes dans le milieu. Alors, c'est ce qui nous amène à pouvoir être ici avec vous ce soir. Bien, en fait, ce soir, on vous parle du stress et anxiété. Nos formations, plusieurs sont reliées. On a parlé aujourd'hui du choc post-traumatique pour ceux qui étaient là, sensibilisés à l'impact que ça a. Demain, on a les dessins d'enfants. Donc, on a plusieurs formations sur différents thèmes parce que ce qu'on veut, c'est vraiment de partager les outils qui nous ont été présentés, avec lesquels on travaille, avec lesquels on a du plaisir et on a des résultats aussi. On voit des changements, on voit des choses progresser. Alors, c'est ce qu'on a envie de vous partager. Mais comme on dit toujours, on ne détient jamais la vérité. Alors, ça doit toujours passer par votre filtre. Votre filtre pour choisir est-ce que cette intervention-là convient ou non à l'enfant avec lequel je suis. Est-ce que ça convient à mes valeurs, à ce que je veux? Est-ce que ça convient à ce que les parents veulent? Alors,
Tout ce qu'on vous partage aujourd'hui, c'est ce qu'on a comme bagage ici maintenant. Fait qu'il reste à voir, peut-être que dans quelques années, on va ajouter des choses, on va préciser des choses. Donc, c'est toujours en mouvement, nos formations. Puis j'ai quand même envie de dire, c'est sûr que ce soir, on veut essayer d'être le plus concrète possible. On veut que vous ayez des stratégies, des outils qui sont pertinentes et efficaces pour vous. Ceci étant dit, on a 1h15. Fait qu'on ne pourra quand même pas faire le tour de tout ce qui touche le stress et l'anxiété, mais on devrait être capable de faire un bon tour de table. Donc, si vous permettez, on va commencer. Stress ou anxiété? Rapidement comme ça, là, vous me ferez des signes de tête vu que vous avez la bouche pleine. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Ça, c'est oui. Ça, c'est non. OK, super. Il y en a qui étaient quand même assez explicites. Le stress, on pourrait comparer ça au moteur de la voiture. Il est nécessaire, le stress. Il sert à quelque chose. Il sert à nous pousser vers l'avant. Il est généralement relié soit à un inconfort physique, puis qui est relié à l'instant présent. Le stress nous amène à nous mobiliser, à se mettre dans l'action. Donc, face à une menace ou un danger réel, il nous fait bouger. Dans notre corps, lorsqu'il y a une menace de quelque chose ou un réel danger, physiquement, le corps sécrète de l'adrénaline et du cortisol. C'est les hormones du stress. C'est ces hormones-là qui nous amènent à passer dans l'action. Les gens vont avoir tendance à dire, ça arrive souvent, le stress, c'est positif, contrairement à l'anxiété qui ne l'est pas. J'ai envie d'apporter un petit bémol. C'est vrai que le stress peut être positif. À la rigueur, le stress, c'est sain. C'est important d'en avoir. Sauf que si on est stressé régulièrement, beaucoup, je parle du stress chronique, quand notre corps il est toujours en train de sécréter l'adrénaline ou du cortisol, on devient en hypervigilance. Et ça devient néfaste. Donc, un peu moyen, ça va, mais continue, pas tant. Si je suis stressée, puis c'est important de l'être, si je pense à nos élèves, s'il y a un examen à l'école, c'est le stress, pas besoin d'en avoir beaucoup, mais un petit peu de stress va amener le jeune à faire « OK, qu'est-ce que j'ai besoin d'étudier? Quand est-ce que ça se passe? Si j'ai un peu de difficulté, avec qui, qu'est-ce que je peux trouver comme ressource? Qui peut m'aider à étudier? » C'est ce qui va faire en sorte qu'il va se mettre à l'action pour son examen. Un tournoi sportif. Les jeunes qui font du sport, il y a un tournoi qui s'en vient, ils veulent performer. Bien, le stress, un peu, moyen, va faire en sorte qu'ils s'excitent, ils ont un petit rush d'adrénaline, c'est le fun, on se mobilise, on pratique, on travaille fort pour y arriver. Ça, c'est relié au stress. Puis d'où est-ce que ça vient un petit peu tout ça? Bien, ça vient à l'époque, parce qu'on chassait. Il y a un livre qui s'appelle « Par amour du stress » de Sonia Lupien. Elle fait référence du temps des hommes de caverne. Elle dit, si on avait des gens qui partaient du temps des hommes de caverne, elle dit, s'il y avait des gens qui partaient chasser, généralement, les hommes partaient à la chasse, les femmes restaient au campement. Et si les hommes étaient en train de chasser, premièrement, là, petite blague, mais aussi petite réalité, les hommes, à l'époque, comme c'était des grands chasseurs, et probablement encore beaucoup aujourd'hui, mais là, il y a quand même plus de femmes qui chassent, les hommes devaient apprendre à se taire. Parce qu'un chasseur qui placote fait fuir la bête. Quand les hommes chassaient, les femmes qui restaient au campement, si elles entendaient quelque chose dans le feuillage, dans les arbres pas loin, se lèvent la tête et se rendent compte qu'il y en avait un mammouth. Pas stressées du tout, elles n'auraient rien fait. Mais vu que probablement il y aura un peu de stress, c'est nécessaire à notre survie, ça aurait été quoi la première réaction à votre avis? Comment? Crier. Et crier servait à quoi? À alerter les hommes partis chasser. C'est pour ça que le cri chez les femmes ont tendance, notre timbre de voix a tendance à être un peu plus aigu parce que ça voyageait plus loin le son. Ça pouvait alerter parce que si on criait
Oh! Ça porte moins que. Là, je ne le ferai pas dans le micro, là. Mais ça porte un peu plus loin. Donc, ça servait à quelque chose. Alors, c'est ce qui assure la survie de notre espèce. C'est pas ça que c'est important. En revanche, l'anxiété. Alors, si on regarde au niveau de l'anxiété, la différence, tu sais, Mélanie, tantôt, elle parlait qu'une auto, pas en fait, pas une auto, je suis en train de mélanger. Comment? Le moteur. C'est le moteur de la voiture, mais en fait, on parlait de nos jeunes qui devaient vivre un stress pour un examen. Zéro stress, ça donnerait quoi? Un jeune qui n'est pas stressé, pas en tout pour son examen, mais zéro, zéro, zéro. Il ne se préparera pas. Il ne fera rien, il n'étudiera pas. Fait qu'il il risque de l'échouer. Donc, un petit niveau de stress permet ça. Par contre, si on regarde au niveau de l'anxiété, là, on va arriver à un niveau plus élevé. C'est un niveau qui va risquer de paralyser. C'est un état qui vraiment amène le jeune à craindre quelque chose et à figer peut-être, ou à avoir différentes réactions. Donc, figer, fuir, ou fight en anglais, parce que c'est les 3 F, mais donc combattre. La réaction peut être violente, peut être très intense, et le jeune, ben c'est ça, il va se retrouver soit qu'il va essayer de fuir la tâche. Alors, c'est le genre d'enfant que vous allez voir qui va essayer de trouver différentes raisons pour aller à la toilette, qui va partir dans la lune, qui va avoir envie de se lever, d'aller faire autre chose. Alors là, on est dans la fuite. Si on est dans l'attaque, ben c'est le genre de jeune qui va décider de provoquer, de nous envoyer promener, de déchirer sa feuille, qui va décider de manifester vraiment d'une façon plus violente, plus agressive, son mal-être. C'est comme les freins sur une voiture. Tantôt, c'était comme le moteur, le stress, ça nous permet d'avancer. Et là, c'est comme un frein. Alors, c'est comme si le jeune, quand il voit ce danger-là, il se mettait à appuyer sur le frein, mais tu sais, t'arrêtes, là, tu sais, d'une manière brusque. Alors, c'est un frein qui l'empêche de se réaliser, c'est un frein qui l'empêche de faire tout ce qu'il aimerait faire. Alors, ce qu'il souhaite faire, il se trouve plein de raisons, il se trouve plein de justifications pour rester figé là et s'empêcher de réaliser ce qu'il veut. Alors, des fois, quand on voit des jeunes qui vivent du stress ou de l'anxiété, on a tendance à vouloir soit les pousser, puis dire, ben go, vas-y, il n'y a pas de problème, et on ignore le sentiment, la puissance de leurs sentiments. Et à l'inverse, il y a des jeunes qu'on va surprotéger, qu'on va dire, oh, ben ça lui fait peur un chien, fait qu'on ne le confrontera jamais à ça, et on va le garder de côté avec nous. Donc, l'anxiété, c'est vraiment un stress, mais à un niveau beaucoup plus envahissant et beaucoup plus handicapant, dans le sens qui nous empêche de se réaliser. Donc, l'élève avec de l'anxiété, on l'a vu, mais un élève pour un tournoi sportif, on l'a vu pour l'examen à l'école, mais pour un tournoi sportif, ben, ça donnerait quoi, par exemple? Quelle idée vous aurez? Qu'est-ce que ça ferait comme réaction un jeune qui serait en anxiété à un niveau extrême avant un tournoi? Quelle réaction il pourrait avoir? Oups, un petit peu plus fort, j'entends. Il pourrait se blesser. Alors, tu sais, des fois, il pourrait se blesser vraiment, mais des fois, il pourrait dire qu'il a mal à quelque part pour éviter. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui pourrait arriver à un jeune avant un tournoi qui a un gros stress? Somatisation, tout à fait. Tout à fait. Et là, c'est pas juste un mal imaginaire, c'est qu'il a vraiment mal au ventre parce qu'il a peur. Il peut même aller jusqu'à vomir. Il peut même aller jusqu'à provoquer un conflit avec son frère ou sa sœur pour éviter que peut-être ses parents le gardent à la maison en conséquence. Le jeune va trouver différentes stratégies pour éviter la situation. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi avec l'anxiété, c'est que c'est tout le discours interne qui se passe dans la tête du jeune.
Le stress, des fois, il y a un petit thrill associé à ça. C'est comme, oh, faut que je me prépare. Mais j'y vais. L'anxiété face à l'examen, c'est, oh my God, je ne vais pas y arriver. Peu importe le nombre d'heures qu'il pourrait étudier, parce qu'il pourrait étudier, il pourrait s'organiser. Sauf que le discours interne, puis des fois, pour des jeunes, là, ça part en rafale. C'est, oh mon Dieu, j'y arriverai pas. Peu importe le nombre d'heures que j'étudie, je vais échouer. Mais c'est pas juste je vais échouer mon examen. C'est je vais échouer mon cours. Je vais échouer ma session, je vais échouer mon année scolaire. La cassette, elle part et elle n'arrête pas. Fait que le tournoi, c'est « Oh mon Dieu, on ne gagnera pas. Je n'arriverai pas à aider mon équipe. On ne gagnera pas, on va perdre, je ne pourrai plus jamais jouer. » Fait que c'est souvent des discours où est-ce que si on les laisse aller un peu, c'est l'extrême qui se produit. Fait que là, c'est quoi, c'est ça? Ouais. Notre diapo, elle tombe dessus, malheureusement. On a un beau cerveau derrière l'image où on me voit dans le coin. Mais tout ça pour expliquer que... Ah, merci. Donc, on l'explique souvent dans beaucoup de nos formations parce que le cerveau, c'est vraiment la base de beaucoup de choses, beaucoup de nos comportements. Une des choses importantes à comprendre, c'est qu'ici, à la base, on a le cerveau reptilien. Clique, Manon, tu vas voir. OK. Donc, le cerveau reptilien, c'est le cerveau qui date vraiment de la préhistoire et c'est lui qui régule nos fonctions comme respirer, manger et notre système nerveux qui embarque. Alors, on ne réfléchit pas. Mélanie aime bien donner l'exemple que, par exemple, si elle marche sur le bord de la rue et que je lui dis tout à coup « Mélanie! » parce qu'il y a une auto qui s'en vient, c'est le cerveau reptilien qui embarque. Alors, tout de suite, elle ne réfléchira pas. Le ton de voix que j'ai, je lui crie après, elle fait comme « Qu'est-ce qui se passe? » Et là, après, elle va regarder, elle va analyser qu'est-ce qui s'est passé. Si elle n'avait pas le cerveau reptilien et qu'elle se mettait à réfléchir et à dire « tiens, c'est Manon qui m'a appelé. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien vouloir? Ah, ben oui, peut-être elle me fait signe, il faudrait que je recule. Ah, on s'entend que Mélanie ne serait plus là, hein, parce que l'auto aurait passé. » Alors, c'est un peu la même chose ici. On voit le cerveau reptilien qui fait vraiment tout le travail où on ne réfléchit pas. Ce sont des réactions. Ensuite de ça, on a le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le cerveau qui est relié à notre monde émotif, la régulation des émotions, à tout ce qu'on vit qui a comme un impact sur nos émotions. Il travaille en très grande symbiose avec le reptilien. Alors, quand on vit une émotion, il arrive très souvent que ma réaction, elle ne soit pas réfléchie, mais soit une réaction qui est vraiment un automatisme. Le merveilleux néocortex qui est par-dessus tous ces cerveaux-là, donc c'est toute la partie ici qu'on voit qui est toute par-dessus. Cette partie-là, c'est celle qui s'est développée le plus tard dans notre évolution, c'est celle qui nous amène à réfléchir, à prendre des décisions en pesant le pour et le contre et vraiment à avoir tout son jugement. C'est la partie aussi qui contient le langage, qui contient les capacités d'expression, toutes nos fonctions exécutives, etc. Quand on vit une grosse émotion, tout le sang est drainé du néocortex vers le cerveau limbique et le cerveau reptilien et la réaction va souvent être irréfléchie. C'est pour ça que quand vous avez une chicane, quand vous avez un conflit avec quelqu'un, il vous arrive que les mots que vous utilisez dépassent ce que vous pensez vraiment. C'est comme si notre capacité de réflexion est allée en vacances et là, ce qui sort, c'est la première affaire qui nous vient, puis après, on se dit « mais c'est pas ça du tout que je voulais dire ». Les enfants, c'est la même chose, souvent en plus intense. Ils sont plus jeunes, le néocortex décroche plus facilement, les connexions sont encore moins grandes que nous. Ils n'ont pas développé toutes les stratégies qu'on a pour gérer leur stress. Ce qui se passe chez les gens qui font de l'anxiété, c'est que le cerveau fonctionne de la même façon. Mais par rapport au danger, on a tous à la maison, où vous devriez avoir, les pompiers vous le diraient, un détecteur de fumée. Est-ce qu'il y en a ici
que votre détecteur de fumée se mette à sonner si vous brûlez des toasts le matin? OK. Bon, ben c'est comme si votre détecteur de fumée était anxieux. Parce qu'il sonne, l'alarme se met à sonner alors qu'il n'y a pas de danger réel. S'il y a un feu dans ma maison, c'est important qu'il sonne. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir le détecteur de danger, notre système d'alarme. Mais si c'est des toasts qui brûlent dans mon grille-pain, mis à part le fait que je viens de brûler des toasts puis il va falloir que je m'en fasse d'autres, il n'y a pas de danger immédiat. Bon, mais dans le cerveau de la personne qui a un côté plus anxieux, c'est la même chose. La peur monte même pour des dangers qui ne sont pas réels. Ça peut être des dangers imaginés. C'est toute l'anticipation parce que quand je suis dans l'anxiété, je ne suis pas dans le moment présent. Je suis partout sauf ici et maintenant. L'anxiété, à la base, c'est la peur d'avoir peur parce que c'est tout ce que je commence à me répéter. Fait que c'est l'équivalent du système de détecteur de fumée qui sonne pour des toasts brûlés. Et le jeune qui est anxieux peut se priver de faire des affaires qu'il aime réellement, qui lui font vraiment plaisir parce que son alarme, il sonne trop vite et il a toujours l'impression qu'il y a un réel danger qui se produit. Puis je vous dirais, quand le néocortex, comme Manon disait, part, quand les discours irrationnels prennent le dessus, ce n'est pas le bon moment de chercher à le raisonner. Tu sais, dans la vie, là, on dépense tellement d'énergie à plein d'endroits. S'il y a un endroit où vous pouvez en économiser, c'est là. Si le néocortex est parti, puis la cassette est partie en mode spin, la seule et unique chose que vous devriez être en train de faire à ce moment-là, c'est chercher à l'apaiser. Le raisonnement, vous le ferez plus tard, quand le néocortex sera revenu de sa plage au Cuba puis s'installera comme il faut sur la tête. Puis quand on dit l'apaiser, c'est justement, c'est pas l'apaiser avec des mots, puis en le raisonnant, puis en lui disant « Écoute, calme-toi, il n'y a pas de problème ». Le néocortex, il n'est pas là. Le raisonnement n'est pas là. Alors, on va voir des stratégies pour apaiser les enfants, comment on peut les encadrer, les soutenir, mais pas par la parole. Là, je me permets de vous donner un exemple. Là. C'est des genres de trucs qu'on fait en coaching, mais comme ce n'est pas réfléchi, on utilise beaucoup l'imaginaire. Une des amies de ma fille, à l'époque, n'allait jamais coucher ailleurs. Elle avait envie d'aller coucher ailleurs, mais elle fait des crises d'angoisse. Donc, à plusieurs reprises, ma fille lui demandait « Talia, veux-tu venir coucher à la maison? » Puis là, je la voyais faire « Ouais, mais tu sais, moi, je fais des crises d'angoisse. Peut-être une autre fois. » Fait que première invitation, non. Deuxième invitation, non. Troisième invitation, elle est chez nous, puis bon, on connaît quand même bien la famille. Et je lui demande, je dis, Talia, je sais que tu me dis que tu fais des crises d'angoisse, mais la question que j'ai envie de te demander, c'est, est-ce que tu as envie de dormir ici? Fait que c'est oui ou c'est non. Elle a fait oui, mais. OK. Quand tu te sentiras prête, si jamais tu as envie d'essayer, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Elle dit, bien, c'est que je me mette à pleurer et à paniquer. OK. Puis si tu te mettais à pleurer et à paniquer, ce serait quoi le pire qui arriverait? Elle dit, là, je resterais réveillée. Ouais. Puis si tu restes réveillée, c'est quoi le pire qui arriverait? Elle dit, là, je serais toute seule. Je dis, non, je t'annonce que je me réveillerai avec toi. Moi, ça ne me dérange pas de rester réveillée. Fait que si on reste réveillé, c'est quoi le pire qui arriverait? Elle dit, on resterait réveillé toute la nuit, puis le lendemain matin, on serait fatigué. Ouais, c'est ça. On est comme allé au bout de sa cassette de peur pour se rendre compte qu'à la fin, il n'y avait pas un grand danger. J'ai fait que si jamais tu te sens prête, moi, je te dis que ça ne me dérange pas, ça va me faire plaisir de rester réveillée avec toi. Arriva ce qui arriva, une journée, elle a décidé de rester couchée à la maison et j'avais pris l'entente avec sa mère, c'est si elle fait une crise d'angoisse, je la gère, je ne t'appelle pas. Alors, évidemment, ça se passe bien, le dodo va bien, puis vers 10h30, 11h, ma fille arrive dans le salon. Maman Talia, elle va pas bien du tout. Là, elle est en train de pleurer, elle paniquait, elle est en mode... c'est ça, son bouton panique était parti. Fait, je suis rentrée dans la chambre, je lui ai posé quelques petites questions simples. J'ai dit, OK, ta peur, elle est où, toi? Elle a dit, c'est dans ma tête, je me sens pas bien. Puis, OK, parfait. Est-ce que tu me permets de toucher ta tête? Oui. Et tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma main sur sa tête, puis j'ai commencé à l'amener dans une visualisation de... Sans ma main, qui, avec chacune de tes respirations, t'envoie un genre, je savais que sa couleur préférée, c'était rose, t'envoie un genre de rose dans ton cerveau. Puis c'est une petite graine.
Puis avec chacune de tes respirations, tu la sens qui grossit. Puis plus ça grossit, plus tu te sens bien. Ah, tu te détends. Puis ça fait du bien s'endormir. On se sent apaisé. Et j'ai parlé comme ça. Au départ, je parlais vite. Plus j'allais, plus je ralentissais mon débit. Et au bout d'à peu près 15 minutes, ma fille me regarde, elle se lève la tête, elle était couchée de l'autre côté, elle fait « Je pense qu'elle dort. » Fait, ouais, elle ronflait. Mais ce n'était pas le temps d'y poser plein de questions, ce n'était pas le temps d'essayer de la raisonner, on est juste allé avec sa peur. Fait que quand Manon dit l'apaiser, c'est pour ça qu'on laisse aller le rationnel à ce moment-là. Manon, oui, vas-y. Oui, bien, j'allais juste ajouter, ce que Mélanie fait là, dans le fond, c'est qu'elle est en train de changer le focus de la jeune sur son état de stress, sur ce qui la fait paniquer, sur toutes les pensées qui spinent dans sa tête, le pire et tout ça. Et là, elle est en train juste de l'aider avec un toucher. Dans le fond, on fait juste la toucher et l'aider à apaiser son système et à trouver une solution par elle-même dans sa tête pour s'apaiser. Fait qu'on change le focus au lieu de rester à spinner sur ce qui me dérange, je suis en train de dire à mon mental, bien, regarde, il y a d'autres choses d'intéressantes, de le fun, et on utilise des choses qu'on connaît, que la personne aime bien. Manon a commencé à en parler tout à l'heure. Quand notre cerveau reptilien, fait quand le bouton panique est parti, puis donc l'émotion est vive, le cerveau limbique est activé, il réveille mon cerveau reptilien, on a les 3 mêmes mécanismes de défense que les animaux. Donc, elle les a mentionnés, on a l'attaque, on a la fuite, on a faire le mort. On a les mêmes que les animaux. Donc, quand on pense en mode attaque, il y a plusieurs jeunes présentement. Je vais penser à... Et là, je ne suis pas du tout une spécialiste pour poser des diagnostics chez les enfants. Mais il y a plusieurs jeunes qui ont des diagnostics de troubles d'opposition, qui ont des diagnostics de TDAH, qui ont des diagnostics... bien là, c'est ça, je pense à opposition, provocation qui me vient en tête. Ça se pourrait que ça soit de l'anxiété qui soit derrière ça, parce qu'un jeune anxieux peut être en mode provocation et attaque. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de montrer comme s'il n'y a rien qui le dérange, puis il va bouger en premier. OK? Fait que les attaques, ça peut être par les gestes, ça peut être par les paroles. Fuir. Dans la fuite, je peux me retirer physiquement de quelque chose qui me fait peur, mais l'enfant qui parle beaucoup, l'enfant qui gigote beaucoup, tu sais, qui fait le clown quand c'est pas le temps, qui fait des bruits de bouche, qui dérange. Pourquoi qu'il fait ça? Parce que de ne rien faire fait monter l'anxiété. De ne rien faire, tout d'un coup, j'ai les pensées envahissantes qui prennent le dessus. Alors, quand je bouge, quand je parle, quand je fais des bruits de bouche, je m'occupe à faire d'autres choses, ça vient calmer ce sentiment-là. Fait qu'il y a plusieurs enfants avec lesquels j'ai travaillé qui avaient des diagnostics d'anxiété et que, soit à l'école ou des gens dans leur famille, se disaient « Bien, voyons, il n'est pas anxieux, lui, il prend plein de place. » Oui, c'est comme un masque. C'est sa façon à lui de le gérer. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai pas un modèle. C'est 2 modèles différents. Fait que si vous en avez 2, vous en avez 4, vous en avez 8. C'est 8 modèles différents que vous avez. Ma plus vieille... Parce que mes 2 enfants ont un fond anxieux. Ma plus vieille, elle, est du genre à gérer son anxiété en bougeant et en parlant beaucoup. Elle n'a pas de l'air d'avoir le profil de quelqu'un d'anxieux. Mon fils, c'est l'inverse. Il a le profil plus typique. Il était timide, gêné, plus en arrière, n'ose pas regarder, parler. Alors que Lia, quand elle rentrait quelque part, c'était comme « Ta-ta-da! Je prends la place. Pourquoi? Parce que je suis tellement pas bien que là, il faut que je parle tout le temps avec tout le monde. Allô, 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 allô. » OK? Tu allais dire quelque chose? Oui, c'est ça. C'est que l'image qu'on a d'un enfant qui est anxieux, c'est un enfant qui est figé, qui se ronge les ongles, qui n'est pas bien, qui vient rouge en parlant. Fait que c'est ça qu'on a comme image. Mais c'est pas toujours ça. Alors souvent, ils nous passent sous le nez les enfants anxieux. Mais pour moi, un des indicateurs, comme Mélanie a dit, c'est quand ils ont des comportements d'opposition et quand ils ont vraiment des comportements dérangeants ils vont se mettre à gigoter, ils vont se mettre à... Pour moi, ça, c'est des indicateurs. Il faut aller voir si en dessous, ce ne serait pas aussi de l'anxiété. Ils nous passent sous le nez, ces enfants-là.
Pensez juste s'il y a des gens dans votre entourage, soit qui vont le dire, vous allez être capable de l'observer, incapables de supporter des silences. S'il y a quelqu'un qui arrête de parler pendant 5 secondes, il faut qu'il parle, il n'aime pas ça. Ça se pourrait, je dis ça de même, ça se pourrait que ça soit pour combler le malaise. Pourquoi ils ne peuvent pas rester en place? Parce que ce qui arrive quand il n'y a rien qui se passe, il faut que j'apprenne à être bien avec moi-même, seule. Et ça, présentement, dans notre génération, nos enfants ne sont pas habitués. Ne serait-ce à cause de ça. Les tablettes, les électroniques, les cellulaires, ils sont animés par des choses tout le temps. Alors, comme ils n'apprennent pas beaucoup à juste être en attente, ils sont toujours dans le faire quelque chose, c'est difficile pour eux autres de le supporter, ce côté-là, juste être bien avec moi-même. Souvent, dans la formation, quand on donne cette formation-là, je raconte à la blague, moi, je viens du Nouveau-Brunswick. C'est quand j'avais 13 ans qu'on a déménagé au Québec. Et moi, c'était à l'époque que je n'avais pas de cellulaire, je n'avais pas d'ordinateur. Internet chez nous, je n'étais pas encore rentrée dans la maison. Puis de toute façon, rappelez-vous la première fois que vous avez eu Internet avec la ligne téléphonique. Ça pouvait prendre 5 minutes à télécharger une photo. Et on était super patients. Là, si vous essayez d'ouvrir une page puis ça n'ouvre pas tout de suite dans les secondes qui suivent, on reclique, on ferme, on clique, on ferme, on clique, on ferme, on clique, on ferme. Voyons, c'est long, c'est long, c'est long. Bon, bien, nos enfants, c'est comme ça dans à peu près toutes les sphères de leur vie. Donc, quand j'ai déménagé au Québec, les interurbains coûtaient plus cher. On n'avait pas l'Internet. Fait que ma mère m'avait dit, tu as le droit d'appeler ta meilleure amie une fois par mois, 15 minutes. C'est long, une fois par mois, 15 minutes. Fait qu'entre chacun de mes appels, je faisais quoi? Tachez votre truc. J'écrivais des lettres. Je devais écrire la lettre, aller la poster, et là, je devais attendre le retour. Mais c'est banal, mais des choses comme ça que nos jeunes n'ont pas aujourd'hui ne les aident pas à être capables d'apprivoiser le juste patience. On est dans une société où tout est rapide, immédiat, puis après ça, on ne comprend pas pourquoi ils sont tous stressés et anxieux. Mais c'est parce qu'on est en train de le créer aussi. On a besoin dans notre cerveau, on a besoin dans nos vies de ces petites pauses-là, où est-ce qu'on peut se déposer, puis c'est comme un shutdown. On peut se permettre de ne pas avoir d'appel, de ne pas avoir de stimulation, et on n'a plus ça. Pour avoir ça, il faut le choisir. OK? Vous êtes quand même, oui, dans une communauté autochtone, mais proche de la ville et tout ça. Fait que si vous ne choisissez pas non plus de prendre ces temps-là de pause, bien, la vie va très vite et on ne les prend pas. Fait qu'il y a deux choses. On a besoin de ces temps de pause-là, mais aussi, les enfants doivent apprendre à patienter et à tolérer le vide. C'est ce que Mélanie explique, dans le fond, c'est que s'ils ne sont pas habitués qu'il y ait des pauses, des attentes, des silences ou des moments où il ne se passe rien, ils ne développent pas la capacité d'être bien dans ces moments-là. Alors, ça leur prend toujours une stimulation pour fuir, pour être ailleurs, pour être occupés, plutôt que d'être juste bien avec eux-mêmes. Et le dernier, c'est faire le mort. C'est ça qui est plus facile à voir chez les animaux. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, mais il y a certains animaux qui ont appris à chasser des animaux qui étaient plus en mode attaque ou fuite. Si vous pensez à... c'est quoi le film? Jurassic Park, le tout premier qui est sorti. Là, je m'en vais loin, là. Le tout premier qui est sorti, il y a une scène, à un moment donné, où est-ce qu'ils sont dans le camion, et là, il y a un gros dinosaure qui arrive. Et dans la voiture, celui qui est en train de conduire, il dit « Ne bougez pas ». Parce que cet animal-là n'est pas capable de voir ce qui ne bouge pas. Il va voir ce qui bouge. Et là, il est en train de leur dire « Restez tranquille ». Évidemment, il faut qu'il y en ait un dans la gang qui n'a pas bien compris le message. Fait que c'est lui qui sort et qui court. Lequel se fait manger? Lui. Donc, on n'a pas de risque de se faire manger, mais celui qui fait le mort, ça peut être des enfants qui ont tendance à
Tu sais, à 2 ans, quand vous essayez de les habiller, puis ils veulent pas, puis ils font... Il y en a qui en ont des modèles comme ça, je pense. Moi, mon fils, c'est ce mode-là qui avait tendance à prendre en premier. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'ils nous servent, ces modes-là, sont importants. On les a besoin. Mais en vieillissant, on ne choisit pas nécessairement le meilleur qu'on a besoin dans une situation donnée. On va avoir tendance à reprendre celui qui nous a été le plus utile et qui nous a sorti du pétrin le plus souvent. Ce qui veut dire que dans une situation quelconque, je pourrais utiliser le mode attaque alors que ça aurait été le mode fuite qui aurait été préférable. Sacha, mon garçon, là, 14 ans, là, ça s'est pas mal terminé, mais je vous dirais jusqu'à 12, là. Dès qu'il y avait de la difficulté avec quelque chose où ça ne faisait pas son affaire, excusez-moi pour les gens en arrière, là, imaginez que je suis à la table, puis c'est « pas capable ». Ça, c'est plus le mode faire le mort. Besoin de faire « OK, ça suffit, tu ramasses tes choses, on y va. » Tu sais, l'espèce là, de « c'est lent », tu sais, la tortue qui est plus lente que la tortue, là. Ça, c'est plus le mode « faire le mort ». OK? Oups, c'est bon, c'est à toi. Alors, quels sont les facteurs de stress des enfants aujourd'hui? Fait que peut-être juste m'en nommer quelques-uns. Quels sont les facteurs de stress que les enfants aujourd'hui? Parlez fort. Snapchat! Ben oui! Ah oui, oui. Tout à fait. Comment vous dites? Oui, c'est ça. Il y a toute une... oui. J'entrerais là-dedans, tu sais, les trucs comme classe dojo peuvent être des facteurs de stress énormes pour les enfants. Pensez au système aussi de récompense, au système d'émulation qu'on appelle, qui vont récompenser, oui, ça va, mais on a beaucoup de systèmes qui vont avoir des phases de baboune, qui vont avoir des « j'ai perdu des points » ou « aujourd'hui, j'ai réussi, mais il y a 3 cases que j'ai pas réussi la semaine passée et je les vois encore dans mon agenda ». Tout ça, c'est des facteurs de stress pour beaucoup d'enfants. Oups, on manque un petit bout. Qui sera mon éducatrice? Ça peut être mon éducatrice aujourd'hui, hein, à la garderie. Des fois, on ne sait pas qui va être là le matin à mon accueil. Est-ce que mon éducatrice va être absente? Il y a beaucoup de roulements dans le personnel, des fois, de l'école ou de la garderie. Excuse-moi. Parce qu'on ne se cachera pas, le domaine, le travail, soit dans les CPE, dans les garderies ou dans le milieu scolaire, c'est plus des travails de femmes. Et mesdames, on a une méchante mauvaise habitude. On tombe enceinte. On tombe enceinte. Fait que nos jeunes se retrouvent avec plusieurs roulements de visage. Et à chaque fois qu'ils commencent à s'attacher à une personne, oups, ça se pourrait qu'elle parte. D'ailleurs, sur ce sujet-là, c'est le docteur Julien qui dit dans ses recherches, les enfants qui fréquentent un CPE ou une garderie, une installation, avant d'arriver à la maternelle, là, fait que pendant les 5 ans de fréquentation, aura eu en moyenne 30 à 35 figures d'autorité, 30 à 35 figures d'attachement. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait « ben voyons, il exagère ». Attendez. Il faut compter maman, papa. Là-dedans, il y a possiblement une belle maman ou un beau papa. Parce que là, il faudrait dire s'il y a des fortes chances qu'ils ne soient plus ensemble. Il y a les grands-parents. Fait que je vais en mettre au moins 2. Fait que je suis rendue à 5. Il arrive, première année à la garderie, il y a son éducatrice attitrée. Mais généralement, il y a quelqu'un qui fait le matin, qui n'est peut-être pas celle-là. Puis il y en a une qui fait la pause sur l'heure du dîner, puis qui fera peut-être la fin de journée. Et c'est de plus en plus fréquent d'avoir des CPA ou des garderies où est-ce qu'ils travaillent 4 jours. Fait qu'on a quelqu'un qui vient faire la 5e journée. Je suis rendue à 8 personnes, c'est ma première année, et ça, c'est si et seulement s'il n'y a pas eu un arrêt de travail pour maladie, grossesse ou autre chose. – Fait que le 30 à 35, là, ils l'atteignent facilement.
tout ce qu'il faut prendre conscience. Ça ne veut pas dire qu'on les empêche d'y aller. Là, on travaille, on a une réalité qui est là, mais il faut juste être conscient qu'à chaque fois, l'enfant doit réapprendre à s'habituer à une nouvelle personne. Fait que dans les facteurs de stress, ça peut en faire partie. Et c'est très exigeant parce qu'il n'y a pas une de ces personnes-là qui est faite pareil. Alors, on a des enfants qui vont avoir des comportements comme « je vais provoquer une réaction parce que je veux savoir. » Elle, là, quand j'y fais « qu'est-ce qu'elle fait? »« On fait pas ça, mon coco. Hein? Je veux pas que tu fasses ça. » Mais grand-maman, elle, par exemple, « Hey, non, ça se fait pas. » Fait que, les enfants, là, ils nous observent comme un set de lumière de Noël. T'sais. Plus la réaction est importante, plus c'est intéressant de faire allumer et éteindre nos lumières. T'sais. Alors, ils ne le font pas pour nous provoquer ou pour nous créer un malaise. Ils le font parce qu'eux, ils essaient de comprendre comment est-ce qu'on marche. Puis là, si moi, d'une journée à l'autre, je ne marche pas de la même façon, bien, il va m'essayer à tous les jours en faisant un comportement dérangeant pour voir, aujourd'hui, être quelle humeur. Aujourd'hui, elle va réagir comment? Et là, on multiplie ça par le nombre de personnes qui sont autour d'eux. Fait que tout le monde, je pense qu'en éducation, on le sait que la constance, c'est une règle importante quand on établit des règles dans une classe. Bien, si l'enfant, nous, on n'est pas constant, mais qu'en plus, il change continuellement d'éducatrice, c'est très stressant. On parlait d'un enfant aussi qui arrivait, puis il ne sait jamais qui va être l'éducatrice qui va arriver le matin. Alors, c'est très difficile pour lui de quitter sa mère parce qu'il ne sait pas c'est qui la personne qui va être là pour l'accueillir le matin. Fait que ça a l'air de rien pour nous, là, mais c'est très stressant, c'est très difficile pour un enfant. Bien, la séparation des parents, on ne se cachera pas que ça change une vie pour un enfant. Et lui, il n'a pas choisi la séparation des parents. Et il ne choisit pas non plus que papa-maman décide de refonder une famille avec une autre personne. Et il ne choisit pas non plus que cette autre personne-là a 2, 3 enfants qui viennent de s'ajouter dans ma famille. Et avec qui je crée des liens. Et avec qui, finalement, bon, après une couple d'années, les liens sont ici, ça va assez bien, et qui se séparent à nouveau. Les enfants ne choisissent pas ça. Et ils se retrouvent quand même à le vivre. C'est un des facteurs de stress. Et là, je suis en train de vous dire que s'il y a une séparation, les enfants, c'est fini, ils ne seront pas capables de le gérer. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'il y a une accumulation de facteurs au fil du temps. L'incapacité à tolérer le vide, les éducatrices qui ont changé pendant toute leur primaire. Et là, s'ajoute, par exemple, la séparation des parents. Et le fait qu'avec la séparation, bien, est-ce que je vais le voir, papa, en fin de semaine, ou je ne vais pas le voir? Dans quel état mes parents vont être? Est-ce qu'il est disponible pour moi ou est-ce qu'il est encore dans ses blessures? Et là, on vieillit un petit peu. On arrive à l'adolescence. On arrive à avoir envie d'être dans le coup avec les autres, puis d'avoir... on n'aime pas ça, hein, ado, être différent. T'sais, Mélanie puis moi, à l'adolescence, on a connu ça, de changer de région. Tu arrives dans une nouvelle école, bien, tu vas être comme les autres. Tu as un accent. Mélanie, elle parle très bien le français sans aucun accent du Nouveau-Brunswick parce qu'elle n'avait pas envie d'être différente. Moi, j'ai éliminé certains mots de mon vocabulaire parce que je venais de Matane. Alors, nous, un matin, on me demande « Toi, tu foxes-tu aujourd'hui? » Fait que moi, je regarde, l'autre, il dit oui, elle a dit oui. OK, ils disent tout oui. Je dis « Ben oui. » Ben, j'ai aucune idée c'est quoi « foxer ». Fait que là, je suis là avec mes cahiers, puis j'attends, tu sais. Puis là, la cloche sonne, puis je pars pour rentrer. Puis elle dit « Hey, t'avais pas dit que tu foxais avec nous autres? » Ah, c'est ça, foxer, nous autres, c'est loafer. Fait que j'ai été obligée de foxer pour pas avoir l'air nounoune, tu sais. Fait que c'est comme ça que ma carrière de foxeuse a commencé. Mais on a une énorme pression quand on est adolescent. On ne veut pas être différent des autres. On veut être différent de qui? De papa-maman, le plus possible. OK? Mais on ne veut pas être différent des autres. Et là, c'est une pression énorme parce que
les autres peuvent te dire, par exemple, te refléter que la façon que tu es habillé, franchement, ça fait dur. Mais toi, tu dis, oh mon Dieu, il n'y a personne qui m'a dit ça avant. Je ne savais pas que ça faisait dur de s'habiller de même. Mais moi, je l'aimais, ma robe. Là, mais là, on est constamment en train d'apprendre les codes sociaux. Énormément de pression. Et là, ils veulent avoir tous les gadgets que les autres ont. Puis, est-ce que vous pensez que de leur acheter tous les meilleurs gadgets pour diminuer cette anxiété-là va effectivement diminuer cette anxiété? Poser la question, c'est y répondre. Alors, les jeunes, ils sont capables d'accepter de vivre des frustrations, ils sont capables d'accepter de ne pas avoir les mêmes choses que tous les autres. Ce n'est pas ça la difficulté, c'est, oui, on aime être pareil comme les autres, mais comment on apprend quand on est différent? Parce que de toute façon, on n'est pas pareil comme les autres. Oups, bon, pas pesé sur le bon. OK. La pression sportive, j'entendais un papa tout à l'heure me dire que sa fille n'avait pas été acceptée, par exemple, dans l'équipe de volleyball. Une grosse déception, mais c'est une grosse pression de vouloir performer dans un sport et de ne pas y arriver. On appelle ça l'anxiété de performance. Alors, c'est une des formes d'anxiété qu'on peut avoir. Et il y a certains élèves qui peuvent avoir une très grande déception alors qu'ils ont eu 94 Je regarde Mélanie, c'est parce que sa fille a fait ça à un moment donné, tu sais. Et Mélanie se demandait, mais voyons, on lui a jamais demandé d'avoir des grosses notes comme ça. Pourquoi c'est faire qu'elle se met de la pression comme ça? Pourquoi un enfant pourrait se mettre de la pression comme ça? De vouloir performer, avoir d'excellents résultats et être toujours dans le top. Bien, une des raisons, Mélanie, elle ne l'avait pas compris, c'est son chum qui a. Pour rendre ses parents fiers, ben oui, mais elle dit, nous autres, on va être fiers pareil, là, même si tu as 80. Et là, écoute, même si tu avais 70, tu sais, je veux dire, si tu as travaillé fort, on est fiers pareil, là. Elle dit, on ne te met pas ça, cette pression-là. Mais son chum, il a dit, voyons, sérieux, Mélanie, tu n'as aucune idée pourquoi se faire que ta fille, elle se met de la pression de même. Elle regarde maman. Maman est très exigeante envers elle. Les enfants, des fois, ils apprennent en nous regardant. Puis quand on se met de la pression, bien, les enfants, ils comprennent qu'eux aussi, il faut qu'ils performent comme ça. C'était une époque où j'étais retournée faire des cours à l'université. Puis, tu sais, après avoir lâché mon école pendant plusieurs années, je fais un examen, mon premier examen, puis j'ai 98. Puis mon chum, écoute, c'était à peine quelques semaines avant que ma fille nous fasse une crise parce qu'elle avait eu 94. Là. Puis mon chum, il fait « Hein, tu dois être super fière de toi. » Je dis « OK, la bonne réponse, ça serait de te dire oui. Mais si je suis honnête avec toi, j'ai une petite voix à l'intérieur de moi qui fait tes dons, mais moi, je te restais juste 2 tu aurais pu te forcer. » Ça, c'est la pression que je me mettais sur les épaules. Et c'était donc le modèle, en partie, de ce que j'envoie à mes enfants, même si eux autres, je ne leur mettais pas cette pression-là. Fait que là, ça a été une belle opportunité pour moi, quand ma fille elle a réagi comme ça, de faire « OK, ouais, peut-être que je pourrais travailler un peu sur moi-même. » J'étais faire de la thérapie. Non. Ça a coûté cher. Donc, mais en fait, c'est ça. C'est toujours être capable de s'observer aussi. Nos enfants, ils ont tendance à nous refléter nos petits côtés où on n'est pas parfait. Alors, être le meilleur dans un sport, vouloir performer, ben oui, ça peut être le fun. Sauf que si tu te ruines la vie parce que tu n'es pas toujours le meilleur, c'est une autre paire de manches. Puis j'ai envie de faire une petite parenthèse ici. Plusieurs fois, et notre intention est bonne, mais ça arrive régulièrement qu'on va dire à notre enfant, justement, tu as eu un bon résultat académique, je suis fière de toi. Tu as réussi dans un sport ou tu as réussi à te rendre quelque part, je suis fière de toi. Tu as été accepté dans un programme au cégep, à l'université, je suis fière de toi. Mais ma question est la suivante. Est-ce que vous seriez moins fier de votre enfant s'il n'y avait pas des bons résultats? Seriez-vous moins fier de votre enfant s'il n'était pas accepté à l'école où il avait envie d'aller? Moi, non. Nous, chez nous, là, je vois ça comme un privilège, mais en même temps, c'est comme un couteau à double tranchant. Mes enfants, quand ils ont fait leur entrée au secondaire, ils ont comme la possibilité de 8 écoles publiques avec chacun des programmes différents. Fait que les gens font « Hey, c'est cool, les enfants ont la possibilité de faire plein de choix. » Oui, mais attends, il faut qu'ils fassent des tests pour rentrer dans chaque programme. Et avec ça vient de l'anxiété à n'en plus finir.
Et là, bien, au mois de novembre, et là, ça s'en vient, là, dans pas long, là, on va voir le festival sur Facebook de « Mon enfant a eu un super beau bulletin, je suis fière de lui ». Je sais que l'intention est bonne. Mais comme parents, on devrait être fiers de nos enfants pour ce qu'ils sont, pas ce qu'ils font. Ma fierté ne dépend pas d'un 60 ou d'un 95. Ma fierté ne dépend pas de « As-tu réussi quelque chose ou pas? » Je suis contente pour toi, mais je ne suis pas moins fière de toi, parce que ma fierté dépend de ce qui est ici. Qui tu es comme personne. Ça, je trouve que c'est important de se le rappeler parce que c'est important qu'on leur répète. Moi, je suis fière pour qui tu es. Tu n'as rien besoin de faire de plus. Je t'aime. Parce que quand je les ai accouchés, quand vous les avez tenus pour la toute première fois dans vos bras, il y avait une énorme boule d'amour. Moi, je me souviens d'avoir dit à mon chum, je ne savais pas que ça pouvait faire mal à ce point d'aimer quelqu'un. Et pourtant, la seule chose que mes enfants ont faite dans cet instant-là, c'était de naître. Il n'y avait pas eu des bons résultats. Ils ne respectaient pas les consignes. Ils ne vidaient pas le lave-vaisselle. Ils ne rangeaient pas leur chambre. Ils ne dormaient pas. Et pourtant, on les aimait, on était fiers de ce qu'ils étaient. Alors, je trouve que c'est important de se rappeler ça quand ils vieillissent aussi, de se raccrocher à ça, puis de leur dire. Puis, si je continue un petit peu plus vieux, fin du secondaire, un autre facteur de stress qu'on ne réalise pas, c'est que justement, les jeunes ont des choix infinis quant à leur possibilité de carrière, quant à leur possibilité de faire quelque chose. Et moi, j'ai vu mes enfants, particulièrement mon fils, figer et justement fuir parce qu'il y avait comme trop de choses qui l'intéressaient, trop de possibilités avec les talents qu'ils avaient, qui faisait que finalement, ça leur a pris beaucoup de temps avant de trouver quelque chose qui les intéresse. Et ils n'ont pas trouvé leur voie encore, mais si on recule à nos parents, il n'y avait pas autant de possibilités. Nous, on en avait déjà un peu plus de choix et de possibilités. C'était quand même pas facile de faire des choix, mais si je regarde aujourd'hui les choix que les jeunes peuvent faire en termes d'éducation, de choix professionnels, c'est énorme. Alors, c'est très anxiogène pour les jeunes de devoir choisir parmi toutes ces possibilités-là. Tu sais, si ton père était cordonnier puis tu n'avais comme pas le choix, là, tu sais, c'était ça, tu étais cordonnier dans la vie, oui, tu avais moins de liberté, mais tu n'avais pas à te poser cette question-là. Tu continuais sur les traces de ton père, puis tu faisais ton petit chemin bon an, mal an. Mais quand on a toutes ces possibilités-là aujourd'hui, beaucoup d'enfants, ça augmente l'anxiété. Donc là, c'est beau, on a parlé de tout ce que c'est, la pression qui est mise. On fait quoi maintenant? Dans les attitudes qu'on a peut-être faites, mais que si vous faites, faites-les moins souvent, dramatiser. Oh mon Dieu! Pauvre toi! Il y a un gros chien, là, je le sais que c'est pas facile. Viens, je vais faire attention à toi. De rendre ça plus gros que ce que c'est. À l'inverse, voyons, il n'y a rien là. Rêve-toi, frotte-toi, ça va passer. Tu sais, genre de quand tu vis une peine d'amour. Ah, faire un perdu, dis de te retrouver. Qui ici s'est fait dire ça, puis ça a fait « Oh mon Dieu, que ça fait du bien, merci de me le répéter. » No. De quoi on avait besoin à ce moment-là? C'est d'être accueilli. Je vis quelque chose là. OK? Parce que quand on banalise, c'est justement ce qui arrive. C'est que l'autre ne se sent pas compris, ne se sent pas entendu. En même temps, de forcer. Si je force puis je bouscule trop vite, je risque de faire monter le niveau d'anxiété aussi. Il faut se rappeler que les jeunes, en fait, j'ai envie de dire même les adultes, il faut les prendre là où ils sont. Quand je force quelqu'un à faire quelque chose, ça pourrait être l'équivalent de, tu sais, si je vous amenais toutes, on va imaginer qu'il y a un grand escalier ici. Puis je vous amène toutes au pied de l'escalier. Puis je dis, OK, à go, vous devez être rendu à la 15e marche, mais attention, vous n'avez pas le droit de toucher aux marches. Go, je vous chronomètre. Non? Il n'y a pas personne qui s'essaie?
Si je vous disais, OK, go, allez-y, à votre rythme, de façon réaliste, comment vous faites pour vous rendre en haut? Vous allez me répondre quoi? Comment? On monte la première marche. Mais quand je pousse sur l'enfant, quand j'essaie de forcer trop rapidement, c'est comme si je suis sur le palier d'en haut. Puis ce que je veux qu'il fasse, c'est qu'il fasse un bond d'en bas jusqu'en haut du premier coup. Ça ne marche pas. Et là, on pousse, on pousse, on pousse. Non seulement on fait monter le niveau d'anxiété, mais on le place en situation d'échec. Fait qu'en plus, on lui fait vivre un sentiment d'incompétence. Et là, on risque de se retrouver avec des enfants qui vont faire « je ne réussis pas, c'est trop difficile de toute façon. Fait que j'abandonne. » Et de permettre l'évitement ou de se reprotéger non plus, ce n'est pas aidant. Regardez bien pourquoi. Si l'enfant se retrouve dans une situation, on va prendre l'exemple la peur d'un chien. Okay? Si la toute première fois, on a un petit coco de 3 ans qui se retrouve face à un chien, puis tu sais, quand je suis adulte puis je suis comme ça, c'est pas si pire. Mais si je suis haut comme ça, puis le chien, il arrive là, puis qu'il me fait une belle grosse lichée, là, de bas en haut, ça se pourrait que j'ai un enfant qui se mette à pleurer. Pas tous, mais il y en a. Et là, s'il se met à pleurer parce que c'est impressionnant puis il ne l'a pas vu arriver, le danger de le ramasser et faire « Oh, 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 ben oui, le gros chien, il t'a fait peur, hein? Ben oui, regarde, reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. » Là, je le garde dans mes bras. Puis ça se pourrait même que je demande à la personne à qui le chien appartient, tu peux-tu l'enfermer à côté? Tu peux-tu le mettre dans une autre pièce? Tu peux-tu le mettre à part? Parce que sinon, mon petit, il pleure. Bien, moi, je trouve que ton ton, même, à la limite, il avait l'air calme. Ah oui, là, on généralement, là, ça fait comme « Hé, viens ici, mon petit pit, là. Il est méchant, le chien, oh, t'as eu peur. Hein? » Là, tu sais, on est en train d'amplifier sa peur, là, de la dramatiser. Le problème, quand je fais ça, c'est qu'au niveau de l'inconscient, ce que j'envoie comme message, c'est « Regarde, tu avais raison d'avoir peur, il y a un réel danger, je t'ai retiré du danger quelconque. Puis non seulement je t'ai retiré, on l'empêche de revenir. » Et quand on fait ça à répétition, bien, c'est qu'à chaque fois, si vous regardez, la courbe, elle monte. Le niveau de stress augmente plus vite et plus haut. Fait que là, on va se retrouver avec un enfant qui ne va pas juste pleurer en voyant le chien proche de lui. Ça pourrait être, il marche dans la rue, il y en a un à l'autre bout de la rue, puis il ne veut pas avancer, il veut reculer. Alors, saisissons ces opportunités-là. OK? Mais à petite dose. Alors, l'enfant à qui c'est arrivé, plutôt que de le prendre dans mes bras puis me revirer de bord, faire Hi! À la limite, si je le prends dans mes bras, mais ça pourrait être aussi de me pencher. Je peux faire un écran avec le chien ou si je le prends, faire Hey boy, il te fait peur, hein? Ben oui, c'est normal qu'il te fait peur, ce gros chien-là. Puis quand il sera apaisé, l'enfant, on va se redescendre puis on va s'organiser pour être proche du chien. Là, ça va y refaire vivre de l'angoisse. Mais de l'angoisse, ce qui est le fun, c'est que c'est comme une vague. Une vague, ça monte, mais éventuellement, ça redescend. Et souvent, c'est quand, dans le haut de la courbe, quand l'état de panique est vraiment fort, c'est là qu'on a tendance à les protéger et à les enlever, ce qui fait qu'eux autres, ils restent dans cet état-là. Le but, c'est de l'accompagner. À un moment donné, il va se calmer. Et c'est là là, il va pouvoir faire « OK, c'est pas si pire. Peut-être qu'aujourd'hui, il va juste l'endurer là. Accrocher sa jambe de maman ou papa, mais il va accepter que le chien soit là. Prochaine fois, on ira un peu plus proche. Fait que c'est doser entre j'ai besoin de le protéger s'il y a un réel danger, mais s'il n'y a pas un réel danger, accompagnez, mais évitez pas parce que là, on nourrit la peur. Plutôt que de l'apaiser, on la fait monter. Alors là, on va expliquer un petit peu ce qui est à éviter. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, surtout au niveau de notre attitude. Accueillir l'enfant, accueillir sa peur en dédramatisant. Donc, oui, je comprends, tu as eu peur. Hein? Puis quand on a peur, on ne se sent pas bien. On met des mots sur ce que l'enfant vit. On peut lui tendre les bras, on peut l'accueillir et ensuite, on va l'amener à faire des petits pas. L'accompagner, à comprendre ce qui se passe dans son corps quand il a peur. C'est impressionnant, hein? Quand on se met à avoir des sueurs ou que notre cœur se met à battre vite, pour un enfant qui n'est pas nécessairement habitué à ça, c'est impressionnant.
et le ramener à ici, au moment présent. Ça, en fait, c'est surtout quand, par exemple, l'enfant fait de l'anxiété, mais dans sa tête, sur ce qui risque d'arriver, sur ce qui risque de se passer. Fait qu'on n'est pas en train de parler, par exemple, du chien qui est devant nous, mais par exemple, j'ai un exposé oral à faire et pendant cet exposé oral-là, je prépare cet exposé oral-là et là, je m'imagine toutes les choses qui pourraient arriver et toutes les personnes qui pourraient se mettre à rire pendant que je parle, d'un coup que j'oublie ce que j'ai à dire. Alors, l'enfant est tout en train d'imaginer différents scénarios. Alors, c'est de l'aider à se ramener à le ici, maintenant. Là. Qu'est-ce qui se passe ici, maintenant? Puis tous les scénarios que tu peux imaginer, bien, ça ne veut pas dire qu'ils vont se passer comme ça. Puis j'aime bien leur faire remarquer, OK, tu as envie de me parler de tes scénarios? OK, on va les écrire, tes scénarios possibles, on va les mettre de côté et on va regarder après. Est-ce que tous ces scénarios-là se sont passés? Moi, il y a une phrase que j'avais bien aimée. Je n'ai pas trouvé l'auteur parce que ça varie sur Internet là, qui serait l'auteur de ça, mais ça disait, je crois que c'est Winston Churchill qui disait « J'ai rencontré beaucoup de difficultés dans ma vie, dont la plupart n'ont jamais existé. » Donc, les difficultés qu'il a rencontrées, c'était des difficultés qu'il avait dans sa tête. Et il y en a pas mal plus dans notre tête des difficultés que ce qui se passe réellement dans nos vies, quand on est anxieux particulièrement. Pour ça, rapidement, je vous disais, mon fils avait un modèle anxieux qu'on voyait plus naturellement. Situation, Sacha, il joue au soccer. Il joue au soccer depuis qu'il est haut de même. À peu près à l'âge de 8 ans, ou à l'époque où est-ce qu'on travaille fort parce qu'il est du genre à rester un peu plus introverti, c'était à l'intérieur. La pratique termine. Là, j'en ai une en arrière, c'est son cours de danse. Fait que lui est en train de terminer de se préparer. Il arrive. Et là, on s'apprête à partir, puis il fait « Maman, ma gourde! » J'allais où ta gourde? « Je l'ai oubliée sur le terrain. » « OK, qu'est-ce que tu vas faire? » « Bien, je vais aller la chercher. » Et en se retournant, sur le terrain, il y a des adultes qui se sont mis à jouer parce que là, c'était la pratique des adultes. Et là, il a fait « Ah, non, c'est pas grave, je l'ai pas besoin. » Et là, pour moi, ça a été une situation d'apprentissage. J'aurais pu faire « Ben oui, une gourde, t'en as 3 autres à la maison, c'est pas grave. » Mais là, j'aurais fait de l'évitement. Dans cette situation-là, j'ai fait « Quel beau moment pour pratiquer. » Et là, bien, accueillir, je fais « Ça t'inquiète, t'es gêné de retourner sur le terrain? » Oui, maman, d'un coup, qu'ils me disent « Hey, toi, va-t'en. » Je ne sais pas, ils sont fins ou pas, je ne les connais pas. Fait qu'on a accueilli. Ben oui, je comprends, tu es gêné, tu as peur en ce moment, mon homme. Mais là, tout va bien, es-tu en danger? Non, mais je ne veux pas y aller. Je t'entends que tu ne veux pas y aller. Mais regarde, Sacha, là, tu as une petite voix dans ta tête qui essaie de te dire « Il y a un danger, vas-y pas. » C'est quoi le pire qui pourrait arriver? Bien, c'est ça, qu'ils te disent « Tu n'as pas d'affaires sur le terrain. » C'est de dire ça, qu'est-ce que tu peux faire? Bien, je peux ne pas leur parler, courir, aller chercher ma gourde puis m'en aller. Oui, c'est une option. Quoi d'autre? Bien, je peux leur dire que j'ai oublié ma gourde. Oui, c'est une option. Et là, on a vu quelques options différentes. Malgré le fait qu'on voyait les options, ils me rétaient « Oui, mais maman, je ne veux pas y aller. » Et moi, j'ai fait « Mon homme, on va partir quand tu vas aller chercher ta gourde. » Tu sais, mais toi, vas-y. Non, moi, je vais t'attendre puis je vais te regarder, par exemple. Ça a pris à peu près 20-25 minutes parce que j'avais l'autre en arrière. « Je vais partir, c'est long! » Ouais, on va te gérer après. Là, c'est toi. À ce jour, il se rappelle encore de ce moment-là et je le vois arriver. Et il avait peur. Il avait le cœur qui battait, il parlait vite, il y avait des sueurs. Au moment où est-ce qu'il est allé chercher sa gourde puis il est arrivé en courant. « Oh, je l'ai eu. » Là, ça fait... Mais ça nourrit le côté « j'ai réussi ». C'est une banalité, là. Mais pour lui, ça a été des moments où est-ce qu'on a pu faire « regarde ». Quand il y a des faux dangers, c'est comme la gourde. Et là, ça a servi de tremplin pour des prochaines fois. Et la clé dans ce que Mélanie raconte, ça a été quoi? Ça a été le temps. Un anxieux que tu y pousses dans le derrière, ben, il devient plus anxieux, il boque plus, il va s'opposer, il va faire différentes choses. Écoute, si elle avait mis de la pression, tu y vas maintenant, il se serait accroché après elle, se serait pendu après elle. Peut-être bien, là, peut-être que ce n'était pas ce modèle-là, mais un autre modèle aurait pu y dire des choses vraiment très, 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 très méchantes.
Ça, c'est le modèle de ma fille. Donc, si on lui laisse du temps, généralement, ça va les aider. Alors, même pour les enfants, par exemple, si on voit qu'ils sont anxieux face à une tâche, ça peut être important de leur dire, OK, dans combien de temps tu vas être prêt? Dis-moi dans combien de temps tu vas être prêt. Ça vient déjà d'enlever une pression. Fait que mets-le sur le cadran. Fait qu'on trouve quelque chose qui est acceptable pour nous et l'enfant. C'est sûr que dis-moi quand est-ce que tu vas être prêt, puis il me dit la semaine prochaine pour faire sa page de mathématiques, ça ne m'adonne pas, là. Mais s'il me dit dans 3 minutes ou dans 5 minutes, bien vas-y, mon grand, mets ton timer, puis dans 5 minutes, tu iras. Ça lui redonne un peu de pouvoir. Et il sait qu'il y a un temps, qu'il y a comme un tampon. Il n'est pas obligé de le faire là, immédiatement. Et souvent, ça va leur permettre de diminuer le stress puis l'anxiété. Mais pour réussir à passer à travers ces difficultés-là, bien, il faut qu'ils vivent des succès. Il faut qu'ils vivent des réussites. Et c'est ce que Mélanie a fait vivre à son fils, même si sa fille est arrivée en retard à son cours de danse. Elle a pris le temps parce que c'est un succès qui lui a donné confiance qu'il était capable, à nouveau, dans d'autres situations, de faire face à son anxiété. Donc, Mélanie a parlé de l'escalier. Bien, régulièrement, on va l'utiliser en coaching avec des enfants pour les aider à traverser différentes étapes. Et ça peut se faire très rapidement. Mélanie va vous raconter un petit exemple après qu'elle a fait avec son neveu cet été. Mais par exemple, parler aux gens. J'ai un jeune qui est très, très gêné. Il ne veut pas faire de commandes, il ne veut pas commander ses œufs le matin au restaurant. Il ne veut pas faire un appel pour régler quelque chose. Alors, c'est un enfant qui a de la difficulté à parler aux personnes qu'il ne connaît pas. Alors, comment je peux rendre ça accessible pour lui? Est-ce que c'est la première fois que je vais le plonger devant une salle remplie de personnes, puis je vais lui dire, bon, ben tiens, voici, c'est ton tour de parler. La barre serait beaucoup trop haute. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est peut-être que cet enfant-là va dire bonjour, mais il va le dire en regardant au sol. C'est sa première petite marche. Il est capable de dire bonjour, mais pas en regardant les gens dans les yeux. Une deuxième marche, bien là, ce serait OK. Là, tu es capable de dire bonjour en regardant vers le sol. Maintenant, pourrais-tu regarder la personne dans les yeux quand tu lui dis bonjour? Une marche suivante, répondre aux questions lorsqu'on me parle. Tu sais, on a des jeunes, des petits, les parents répondent à leur place, ou ils restent là complètement figés. Alors, bien, aujourd'hui, je te donne le défi. On s'en va chez le coiffeur. Et s'il te demande comment tu vas, qu'est-ce que tu pourrais lui répondre? Fait que je vais l'avoir préparé avant. Je vais peut-être l'avoir pratiqué avec lui. OK, je suis le coiffeur. Le coiffeur t'arrive devant moi. Puis là, bien, je te demande comment tu vas. Montre-moi qu'est-ce que tu fais. Comment tu réponds. Le fait de l'avoir fait dans une situation où il se sent confiance, où il se sent bien, c'est comme s'il a créé, c'est comme s'il a créé un chemin dans son cerveau. OK? Je vous explique rapidement. Dans notre cerveau, il y a des neurones, vous le savez. Puis entre les neurones, il se crée des chemins. Et ça, c'est nos habitudes. Ça, c'est les choses qu'on est rendu habile à faire. Et c'est comme n'importe quel chemin. Plus on l'emprunte, plus le chemin devient dégagé et facile à emprunter. S'il doit emprunter un nouveau chemin en situation de stress, ça va être beaucoup plus difficile. Alors, si on l'a pratiqué avec lui, si on le fait avec lui avant, bien, ça va être beaucoup plus facile dans la situation qui le stresse de le faire. D'ailleurs, c'est un petit truc, hein? Pour n'importe quoi qu'on trouve difficile à faire, bien, on peut le faire en visualisation dans notre tête, on peut le pratiquer avec quelqu'un, ce qui va faire que quand on va arriver pour le faire sur le coup, sur le moment, ça va être plus facile. Et notre prochaine étape, c'est de participer à une conversation avec des gens que je ne connais pas. Et là, on aurait pu en mettre plusieurs entre des étapes là. Il faut suivre notre jeune, il faut suivre sa capacité à avancer. Il faut observer, est-ce que ça a été facile ou ça a été difficile, son défi? Et il faut toujours l'adapter à où est-ce qu'il est rendu. Et ça se pourrait que ça soit qu'on mette ça sur 3 semaines, là.
Ou 3 mois. Ou 3 mois, tout dépendant de l'enfant. Mais cet été, moi, je l'ai fait avec mon filleul en version très accélérée parce que l'occasion s'est prêtée. On était justement en vacances au Nouveau-Brunswick. On profitait d'aller à la mer. Puis, il y avait des dunes. Donc, on s'amusait à marcher d'une dune à l'autre. Mais à un moment donné, on était comme de plus en plus loin dans la mer. Et Enzo, qui a 9 ans, quand on arrive un peu plus loin dans la mer, là, il y a plus des roches et des coquillages. On sent toutes sortes de... Il y a de l'algue, il y a des trucs dans le fond de l'eau. Et là, lui, de me dire, à toutes les fois qu'il arrivait là, il reculait parce qu'il disait « C'est de la vie, j'aime pas ça. » Il avait peur de se faire toucher par quelque chose. Il y a des sandales d'eau dans les pieds, on s'entend, il ne va pas toucher grand-chose, là. Mais là, c'est plus le rationnel qui est là. Et là, je le vois, moi, je suis avancée plus loin, je le vois faire « Mélanie, il y a de la vie, je ne vais pas y aller. » Puis je disais « Tu voulais y aller aux dunes, elle est juste là. »« Oui, mais là, il y a de la vie. » Puis là, il recule, puis il recule, puis il recule. Fait que je m'avance, je viens le rejoindre, puis je dis « Est-ce que tu as envie d'y aller? »« Oui, mais il y a de la vie. Je veux juste savoir, tu veux-tu y aller? »« Oui, OK, bon. Prends mon bras. » Puis tu nageras. Tu n'as pas besoin de toucher le sol. Mais là, en marchant comme ça, moi je le tiens, je commence à juste lui expliquer ce qui se passe dans son corps, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, puis que ça voit. Puis tu sais, tu as des sandales. Y a-tu vraiment quelque chose de gros qui peut te mordre à travers? Et là, on commence à explorer ça ensemble. Je dis, c'est parce qu'il y a une petite partie dans ton cerveau qui essaie de te jouer un tour. Là, elle a besoin d'être calmée. Pour la calmer, il faut lui montrer qu'il n'y en a pas de vrai danger. Fait que ça te tente-tu? On va faire un défi. Moi, je reste debout ici. Là, il flottait. Tu vas descendre tes pieds 5 secondes. 5 secondes, tu les lèves, pas plus. Fait qu'il accepte. Ça aurait pu être 2 secondes. On compte jusqu'à 5, il y remonte. On l'a refait jusqu'à 10. On l'a refait jusqu'à 20. L'étape d'après, ça a été « OK, on le fait encore jusqu'à 20, là, tu me lâches. » Et on a fait dans l'espace de 10 minutes plein de petites étapes. Là, on marche main dans la main, tu te relèves, tu marches de plus en plus loin. En l'espace de 10 minutes, c'était « Va-t'en plus loin, je vais aller te rejoindre. » Fait que là, ça a été vite. Des fois, c'est plus long, mais ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est juste de le décortiquer en morceaux pour eux autres. Parce que plus c'est en plus petites bouchées, plus c'est atteignable. Puis c'est quand c'est atteignable que c'est ça qui nous encourage à faire l'effort supplémentaire, à justement à vouloir aller vers l'autre défi. Parce qu'on vit des succès. Des techniques de relaxation puis de respiration sont efficaces si et seulement si on les pratique à d'autres moments que juste sur le moment où est-ce qu'on en a besoin. Fait que là, on va s'entendre sur une chose, de dire à quelqu'un « respire ». C'est pas super efficace comme stratégie. Il n'y a pas besoin de votre aide. Il respire tout seul. C'est une question de survie. OK? Mais il y a des respirations qu'on peut pratiquer qui vont nous aider, par contre, à s'apaiser. Une, c'est tout ce qui est contracté, décontracté. Donc, dans le temps qu'on respire, je vous invite à le faire avec moi. Prenez juste vos mains et là, vous allez les serrer. Vous prenez vos mains, vous faites un point. Je vais compter jusqu'à 10. 1, 2, serrez encore plus fort. 3, 4, plus fort encore. 5, les jointures sont blanches. 6, 7, 8, 9, 10, on relâche. Et observez quand vous relâchez à quel point vos mains sont comme lourdes. Ça relâche, c'est détendu. Ça fait du bien. Et là, on mettrait des mots comme « c'est apaisant »,« c'est relaxant »,« mon corps, il sent bien ». Bien, juste faire des choses comme ça, contracter, parce que quand je contracte, je connecte avec le ici et maintenant, je reste focusé là et non pas partir dans ma tête. Fait que faire des contractions, décontractions, contractions, décontractées, ça aide le jeune à rester centré. Ça aide l'adulte aussi. Bien, ça travaille sur le physique, mais ça travaille à occuper le mental aussi. Je suis juste pas en train de penser à ce qui me stresse. Je suis en train de penser à je contracte mes jambes, je contracte mes jambes, je contracte mes mains, je contracte mes mains. Je suis en train d'être vraiment dans le moment présent. Fait que c'est souvent ce qu'on a besoin de faire avec ces jeunes-là. Et l'autre respiration, parce que des respirations, il y a des cours qui se donnent juste là-dessus. Il y a différentes respirations qui nous amènent à ressentir différentes choses.
La technique de la respiration au carré, oui, on va être concentré à faire quelque chose, fait que ça apaise le mental, mais moi, j'ai envie de vous la proposer, celle-là, comme défi pendant les 3 prochaines semaines, à la faire 2 fois par jour, puis elle prend 1 minute à faire. Donc ça veut dire 2 minutes dans votre quotidien. Il n'y a pas personne ici qui peut me dire qu'il n'y a pas 2 minutes dans sa journée. OK? Et ça, bien, avec les jeunes, si on pouvait au moins le pratiquer 1 fois, ça serait super aidant. La respiration au carré, on se trouve à faire. Pour les enfants, ça serait plus facile, je dessinerais vraiment un carré sur une feuille. Et ce qu'on se trouve à faire, c'est avec le doigt, fait que je pourrais prendre ma feuille, avec le doigt, j'inspire en montant, je bloque ma respiration quand je fais l'autre ligne en haut, j'expire en descendant, je bloque ma respiration. Chez les petits, les respirations, les inspirations ne sont pas longues. Fait que ça peut être à coup de 2-3 secondes. Et le défi, c'est d'inspirer en comptant, mettons, jusqu'à 2-3. Je bloque 2-3, j'expire 2-3, je retiens encore 2-3. Et si on est capable de se rendre jusqu'à 5 secondes, on se trouve à faire le tour puis on fait 1 minute. Fait en plus, on apprend à apaiser notre rythme respiratoire qui va venir jouer directement sur notre système nerveux. Le plus difficile dans le carré, c'est souvent la dernière partie. Quand nos poumons sont vidés, c'est plus difficile de le retenir. Fait que c'est pas tellement grave s'il repart. Le but, c'est juste d'apprendre à, ce qu'on disait, s'arrêter. Fait que ça ressemble vraiment à... Et là, je rebloquerai. Et on fait le tour de notre carré 5 fois. Vous ferez ça. Je vous ai dit 2, là, je vais être fine 1 fois par jour. Pendant 3 semaines. Tous les jours. Je suis convaincue que vous allez ressentir une différence. Moi, j'ai eu une adolescente, à un moment donné, je leur donnais des petits ateliers comme ça, de différentes choses. Puis ça, je leur ai montré la respiration en carré. Je l'ai recroisée 2 ans plus tard, puis elle m'a dit... Hey, elle dit, c'était vraiment cool, hein, les ateliers qu'on faisait ensemble. Elle dit, il y a une chose qui m'est restée, c'est qu'avant de m'endormir, à tous les soirs, je fais la respiration en carré. Fait que c'est vraiment une respiration qui accroche les jeunes parce qu'elle est visuelle, tout ça. Fait que c'est une petite respiration super facile. Fait que sortez-la, même sur Internet, tapez respiration en carré, vous allez avoir le petit modèle pour le faire, tout ça, mais vous n'en avez même pas tant besoin, là, tu sais. Puis je dirais qu'on peut commencer peut-être vers 7 ans, 8 ans à faire ce genre d'exercice-là. Ouais, moi, je l'ai fait à 5, là, avec certains jeunes. Avec 5, certains jeunes très allumés, là, parce que c'est pas nécessairement facile pour des enfants de 5 ans. Fait qu'avec des jeunes très allumés, on peut le faire à cet âge-là. Un exercice de respiration que j'avais fait. Il nous reste combien de temps? As-tu regardé l'heure? 2 minutes, OK. Un exercice de respiration que j'avais fait avec une jeune, OK? Elle s'en va faire un exposé oral. Elle est en hyperventilation. Puis là, j'essaie de la faire respirer. Il n'y a rien à faire. Tu sais, j'essaie de la... OK, expire. Je suis pas capable. Je suis pas bien. Puis là, tu sais, elle est vraiment dans la panique. Fait que j'ai dit, OK, j'ai dit là, c'est parce que j'ai comme pas le temps de m'occuper de toi. Fait que tu vas venir avec moi, OK? Moi, j'ai d'autres jeunes à aller voir dans l'école. Fait que tu vas venir avec moi. Fait que je suis partie. Puis là, on avait une école qu'il y avait des étages. Fait que là, je suis allée cogner à une porte. Peux-tu parler à tel jeune? Je faisais exprès. Je les promenais partout dans l'école. En les faisant monter puis en lui faisant descendre les marches. Qu'est-ce qu'elle faisait en montant et descendant les marches à la vitesse que j'allais? Elle respirait. Elle n'avait pas le choix de respirer. Fait que forcément, si je veux que mon jeune, s'il n'arrive pas à faire des exercices de respiration, je n'ai qu'à le mettre à faire de l'exercice physique. Il n'aura pas le choix de respirer. Puis ça va apaiser son système nerveux. Donc, en résumé, j'aurais besoin de voir mon petit truc dans le coin. Monsieur, j'aurais besoin de voir le petit truc dans le coin parce que je veux suivre mon ordre. Souvent, on a l'impression que les jeunes ont des comportements dérangeants parce qu'ils cherchent de l'attention. Je suis tannée de l'entendre, ça là. C'est vrai que des fois, ils cherchent de l'attention, les jeunes. Mais des fois, il y a toutes sortes d'autres raisons. Et entre autres, le stress, l'anxiété peut occasionner des comportements qui sont dérangeants. Et ils ont besoin, oui, qu'on porte attention à ça, parce qu'ils ont besoin qu'on les soutienne. En général, quand leurs comportements sont dérangeants, ce n'est pas
pour que nous soyons provoqués ou que nous ayons une réaction, c'est qu'ils cherchent une solution pour apaiser le malaise qu'ils ont. Ils sont malhabiles, ils ne prennent pas les bonnes stratégies, mais leur objectif, c'est de se sentir mieux et de se soulager. On a parlé des crises ce matin. Bien, un enfant qui fait une crise, c'est un enfant qui va souvent soulager une grosse partie de la charge émotive, de toutes les émotions qu'il a accumulées dans une journée avec l'éducatrice qu'il ne connaissait pas, avec tous les stress, tous les facteurs qu'on a nommés tout à l'heure. Et à la fin de la journée, il va se permettre de l'exprimer généralement avec la personne avec qui il a le plus grand lien, qui est très souvent maman qui va le chercher au service de garde. L'enfant n'est pas en train de provoquer maman, il est en train de défouler tout le stress qu'il a accumulé durant la journée. Alors, très souvent, je vais enseigner aux parents à prendre un temps pour que l'enfant décompresse quand ils vont arriver. Avant de lui donner des consignes, allez, habille-toi, viens-t'en, let's go, on s'en va faire le souper, donnez-lui un temps où il va pouvoir l'exprimer et vous allez vous épargner toute une panoplie de crises. Peut-être qu'il va la faire là, mais vous allez avoir pris le temps et ça va être réglé. L'objectif est donc d'accompagner les enfants pour les amener à se sentir bien. La question qu'on devrait se poser et qu'on devrait leur poser, c'est qu'est-ce qui va te faire du bien maintenant, à ce moment-ci? C'est ça notre objectif. Et à partir de là, ces comportements vont se réguler beaucoup plus facilement. As-tu un petit mot de la fin? Merci. C'est surtout ça le mot de la fin, j'ai envie de vous dire. Merci. J'ai envie de vous dire aussi, dans une société où parfois ça roule vite, permettez-vous de prendre le temps. Pour vous, puis pour vos enfants, ça risque d'être drôlement gagnant. Donc, merci pour votre participation, votre écoute, votre accueil. Ouais. Deux. OK. Go. TOD, le groupe Pasagan. Oui, le groupe Pasagan. Ça va être là. Il faut bouger un peu, danser un peu, bouger un peu sur place, ça va faire du bien. Ne pas oublier que demain, on poursuit avec le colloque. Les ateliers ont lieu à l'école Managanedash. Hogue. Pasagan Hogue. Fait que le temps que le groupe se prépare, moi, je vous encourage à bouger un peu. Après ça, en retournant chez nous, on va s'endormir assez facilement. Merci. Fait que, c'est beau, Vincent? On vous demanderait de rester un peu pour écouter le fameux groupe Pasagan. Je le ferme, celui-là, Vincent? Je le ferme, celui-là?